il y a 6 ans maintenant, donc en 2019, on a lancé European Digital Group, donc un groupe composé d'ultra spécialistes dans tous les leviers de l'accélération digitale, data, IA. Et on est aujourd'hui un peu plus de 2600. Leverage buyout, le LBO, quand on fait entrer un fonds de private equity à son capital, on va créer une société au-dessus qu'on va leverager, donc on va emprunter, on va créer de la dette, et ensuite ce véhicule va acheter la majorité, donc en général, ou il peut y avoir aussi des fonds minoritaires, va acheter une part du capital et s'associer avec l'entrepreneur. Le partage de la valeur, je trouve qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui devraient s'en inspirer parce que ça crée une dynamique, une énergie, un commitment de la part des équipes qui est exceptionnel. Et pour moi, si on me doit demander c'est quoi le facteur clé de succès de notre croissance, c'est ça. C'est le fait d'avoir beaucoup d'entrepreneurs avec nous et de salariés très incentivés. Le marché sur lequel il faut se positionner, sur lequel on se positionne et sur lequel on va continuer à se renforcer, c'est le marché du conseil en IA. Le conseil en IA en data, c'est un marché exceptionnel. Moi, ça va être l'équivalent de la transfo digitale dans les années 2000. Salut Vincent, comment ça va ? Salut Andrea, merci beaucoup de me recevoir. Très bien, tout va bien. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, je me disais, je crois que tu es l'invité que je connais depuis le plus longtemps. C'est vrai que ça fait des années, je t'ai suivi depuis ton démarrage. C'est vrai. Et j'ai toujours cru en toi, tu peux pas dire le contraire, j'avais senti le potentiel. C'est sympa, et puis c'est vrai qu'on s'entend bien aussi. D'ailleurs, je voudrais démarrer le podcast, comme je te connais depuis longtemps, je voulais faire ce petit jeu. J'ai trouvé 2 adjectifs pour te décrire, dis-moi si je te connais bien ou pas. Le premier, c'est dynamique, et le deuxième, c'est bienveillant. Est-ce que ça te définit bien ? Je pense, ouais. Donc, j'ai beaucoup d'énergie, c'est le dynamisme. Et après, la bienveillance, c'est ce qu'on appelle, nous, chez EDG, le care leadership, c'est-à-dire manager plus avec une main tendue qu'un poing fermé. Est-ce que ça te sert toujours ? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la fréquence de la réussite. Je vais peut-être ajouter l'optimisme. C'est un truc que je reconnais un petit peu chez les entrepreneurs. Et je me demande si ça a déjà dérangé autour de toi. Parce que c'est vrai que je trouve que quand tu viens avec cette énergie, on pourrait se dire, putain, il est peut-être trop bisounours, qu'est-ce que ça cache, etc. Tu vois, il est sympa, il est bienveillant, il est dynamique. Et, tu vois, t'envoies un peu de la bonne énergie, on va dire, de la good vibes aux gens. Moi, je suis sûr qu'une personne qui serait peut-être pas sur la même fréquence, qu'on pourrait appeler peut-être la fréquence de la réussite, il pourrait se dire, putain, mais qu'est-ce que ça cache, tu vois ? Non, souvent, je pense que moi, mon énergie, elle est communicative. Donc, ce que j'essaye, c'est de partager mon énergie avec mes associés, avec nos collaborateurs. Et souvent, après un meeting avec moi, il y a un collaborateur ou mes associés, ils sortent du rendez-vous, ils disent « Waouh, tu m'as donné plein d'énergie ». Donc, moi, j'aime bien booster les gens. Et après, sur ce qui est la bienveillance, c'est pas parce que tu es quelqu'un de bienveillant que tu es quelqu'un de faible. Et tu peux être bienveillant, mais prendre de temps en temps des décisions difficiles. Juste, faut être juste et il faut être conforme à son éthique. Mais ça ne veut pas dire être trop gentil non plus. Alors, je te connais bien ou pas ? Ouais, tu me connais plutôt bien. Ça va ? Ok. C'est pas mal. Ok. J'aimerais, pendant ce podcast, qu'on revienne sur l'aventure EDG. C'est une création d'entreprise qui est atypique, à mon sens, dans le sens où c'est très différent de ce qui peut exister, autant dans la tech où tu as des boîtes qui vont lever des fonds, autant des entrepreneurs qui bootstrap, qui lancent leur boîte et qui développent et qui ensuite font du private equity. Toi, tu as démarré directement avec un fonds et je voudrais vraiment revenir dans le détail. Donc, ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, vu qu'on a un écosystème assez proche, notamment de fonds de private equity, je les salue. D'ailleurs, on s'envoie des petits messages parfois entre nous quand on est dans des process entre entrepreneurs. Avant de revenir dans le détail sur la partie EDG, tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Moi, je m'appelle Vincent Klingbeil. Je suis papa de 3 enfants, marié depuis 13 ans. Et donc, je suis un ancien avocat d'affaires reconverti dans le digital. Et donc, j'ai monté d'abord des startups et ensuite une société de services qui s'appelle Ametix, que j'ai revendue au groupe La Poste au bout de 5 ans. Et ensuite, il y a 6 ans maintenant, donc en 2019, on a lancé European Digital Group, donc un groupe composé d'ultra spécialistes dans tous les leviers de l'accélération digitale, data, IA. Et on est aujourd'hui un peu plus de 2600. 2600 collaborateurs ? Pour combien de chiffre d'affaires à peu près ? Pour 320 millions à peu près. Et combien d'EBITDA ?
et assez rentable. Autour de 50. Voilà, je sais que c'est autour de 50. Je peux pas dire de chiffres. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que je connais tous tes chiffres et que tu peux rien dire, je dirai les chiffres à chaque fois et toi, tu diras, on ne sait pas. D'accord. Voilà, 50 millions d'euros d'EBITDA. Et j'ai entendu dire aussi que Ametix, vous l'aviez vendu 32 millions d'euros, que vous étiez 4, et que du coup, vous auriez touché 8 millions d'euros chacun. Pourquoi je dis ça? sais pas. Ok. Pourquoi je dis ça? Tiens, avant de démarrer pour EDG, je me demandais, est-ce que tu es fan de Sir Martin Sorel? Oui, j'aime bien. Martin Sorel, c'est quand même un grand acteur du monde du digital, du monde de la tech, du monde de la publicité online. Il a quand même dirigé WPP et créé, c'est exceptionnel son parcours. Et donc, on peut avoir que de l'admiration pour lui. Est-ce qu'il a créé S4 Capital comme tu crées EDG ou c'est un peu différent comment il l'a créé? Beaucoup. Alors, bien sûr, c'est une création from scratch, donc ça, on peut le comparer. Maintenant, dans les métiers et dans l'exécution, c'est très différent. Ok. Mais est-ce que lui a démarré directement en levant une somme auprès d'un fonds où il a d'abord développé une boîte qu'il a ensuite développée? Il a rapidement introduit en bourse aussi. Chose qu'on n'a pas fait encore. Donc, et c'est ça qui lui a donné aussi pas mal d'élan. Maintenant, c'est pas du tout la même stratégie, c'est pas le même positionnement, mais je respecte beaucoup ce qu'il fait. J'ai l'impression que c'est l'équivalent, c'est pour ça c'est anglais? Oui, c'est anglais. C'est anglais. Un groupe qui a eu une très grosse croissance, une très grosse rentabilité, mais on n'est pas positionné sur les mêmes métiers et on n'a pas pas du tout la même stratégie. Ok. Donc pour revenir sur EDG, je voudrais bien que tu reviennes sur ta rencontre avec Montefiore et Eric Bismuth qu'on salue aujourd'hui. Tu t'es pas associé à n'importe quel fonds. Montefiore, c'était, je crois, il me semble, top 10 des fonds européens en termes de performance. Ouais, je dirais même, c'est top 3 des fonds français les plus performants en France, c'est-à-dire avec le meilleur TRI, donc taux de rendement interne. Et maintenant aussi, l'année dernière, on s'est associé également en plus avec le fonds de private equity Latour Capital, qui a aussi des performances exceptionnelles. Mais juste pour revenir sur Montefiore, est-ce que c'est vrai qu'ils ont fait 20% de TRI, donc en moyenne par an, depuis les pendant 20 ans années, exactement, ouais. Et ça n'existe pas, c'est-à-dire que tu places ton argent par rapport à un livret A, j'en sais à 2% ou une assurance vie, j'en sais rien. Mais 20% par an, c'est chaud comme perf. Exceptionnel, ouais. Et c'est Eric Bismuth qui a créé Montefiore. Oui, il est fondateur de Montefiore. Et alors, la réussite de Montefiore et de Latour Capital également, principalement due à l'accompagnement. Ils ont vraiment un super accompagnement des entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils aident énormément les entrepreneurs et c'est ça qui fait aussi leur perf. Okay, non, dans mon cas, ils m'ont beaucoup aidé aussi de la création au développement, à toutes les étapes de la boîte. Parce que 20%, je trouve ça énorme. J'étais impressionné par le revenu. C'est une belle perf. Alors du coup, quand tu as décidé de créer EDG, comment ça se passe? C'est sur ça que je voudrais revenir. Tu es allé voir donc Eric Bismuth, Montefiore, et vous vous êtes mis d'accord pour créer cette entreprise. Je voudrais revenir sur les détails. Comment ça fonctionne? En fait, Eric, je le connaissais parce que il voulait racheter ma boîte d'avant. Il voulait acheter Ametix. On avait eu une dizaine d'offres sur Ametix. Et on avait beaucoup hésité. Et finalement, on a eu une très, très belle offre du groupe La Poste. Et donc, il n'a pas pu s'aligner. Et lui-même m'a dit va avec le groupe La Poste. Du coup, et puis, on était très contents. Notre expérience chez DocaPost, la filiale du groupe qui nous a racheté, a été exceptionnelle. J'ai passé 3 ans formidables dans ce groupe et j'ai beaucoup appris de choses qui m'ont après servi pour EDG. Donc, je le connaissais déjà depuis quelques années. Et donc, je vais déjeuner avec lui dans un restaurant japonais. Et on échange et je lui dis... C'est Kinugawa ou pas? Exactement. Vous allez toujours au même restaurant depuis 10 ans. Voilà, exactement. J'y vais ce midi d'ailleurs. Et donc, on discute et je lui dis que je suis très content, que tout se passe très bien, mais que j'ai une petite frustration quand même. Elle me dit, j'ai peut-être vendu un peu tôt. La boîte avait encore beaucoup de potentiel. On aurait pu faire beaucoup mieux. Je suis encore jeune. Et donc, en échangeant comme ça, on se dit, peut-être que tu peux créer un groupe plus ambitieux. Ametix, c'était juste un levier du digital. Moi, je voulais aller sur tous les autres leviers. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de DG. Et il m'a dit, si tu es prêt à réinvestir une part importante de tes proceeds pour me montrer que tu es vraiment skin in the game, on lance ce projet ensemble. Et c'est comme ça qu'on y a été. Moi, je me rappelle que vous aviez levé 100 millions d'euros. Est-ce que c'était ça les chiffres au début? Non, c'était pas ça. Au début, c'était une somme qui était bien plus modeste. Et après, au fur et à mesure du projet, à chaque fois qu'on trouvait des belles acquisitions, ils ont réinvesti. Et ça s'est passé comme ça. Ça va être compliqué de retomber sur les chiffres, j'ai l'impression. Ça a été progressif. Parce que, donc du coup, je refais mes petits calculs. Si mes sources sont bonnes,
et que tu as touché autour de 8 millions d'euros avec Ametix, ça voudrait dire que tu as peut-être réinvesti 4-5 millions d'euros peut-être dans EDG. Mais en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est... En fait, d'une manière générale, les fonds de private equity, quand ils lancent ce genre de projet ou quand ils demandent à un entrepreneur de réinvestir, ils veulent une somme qui, si l'entrepreneur la perd, il n'est pas ruiné, mais une somme qui, quand même, s'il la perd, ça l'embête énormément. Donc, il faut trouver ce bon équilibre où on se dit, on met pas... Parce que si tu mets 90% de tes proceeds dans un projet, tu es très stressé et tout ça, c'est pas efficace, mais il faut mettre quand même une somme importante. Et du coup, pour être précis, donc c'est un modèle LBO. Moi, ce que j'avais en tête, tu me dis si je me trompe, c'était qu'en gros, vous vous êtes associé avec Montefiore. Exactement. Que vous avez investi 100 millions d'euros pour acheter des entreprises. Alors, beaucoup moins que ça, mais... Ok, beaucoup moins que ça, admettons. Mais je te dis ce que j'avais en tête et après tu me dis. Donc 100 millions d'euros. Que vous étiez sous LBO, donc c'est-à-dire que Montefiore te disait, voilà, avec ces 100, j'aimerais que ça se transforme en 200 par exemple. Et si tu fais plus de 200, tout ce qu'il y a au-dessus de 200, je reverserai un management package à hauteur, par exemple... C'est exactement ça le modèle. Ouais. Ok, donc je finis donc à hauteur par exemple, de 20%. Donc par exemple, si tu transformes ces 100 en 300, vu que tu as fait 100 de plus que les 200 donc, qui étaient prévus, ils vont reverser un management package par exemple de 20-30 millions d'euros. Ce que je voulais savoir en fait, c'est ce management package, il était du coup pour toi. En fait, j'essaie de comprendre l'organisation financière d'un tel véhicule. Ouais, parce que c'est un peu abstrait de loin, tu vois. Ouais, non, en fait, chez EDG, on est un groupe, donc je t'ai dit, de 2600 personnes. Lors du dernier LBO, on était un petit peu moins, mais c'était pas très loin. C'était il y a un an. Et sur ces 2100 personnes, tu en as 300 qui sont actionnaires de la société. Et donc, le partage de la valeur, il se fait comme ça. Donc, c'est pas que pour moi. Il y a 300 actionnaires. Donc, il y a déjà tous les fondateurs des sociétés qui nous ont rejoints, qui sont actionnaires. Et ensuite, à chaque fois qu'on rentre dans une boîte, on partage la valeur avec tous les top managers de la boîte. Donc, aujourd'hui, il y a peu ou prou 10% du groupe qui est actionnaire de la boîte. Et c'est du coup un modèle LBO avec un management package que le fonds rétribue. Exactement. En fait, j'essaie juste de comprendre que quand quelqu'un comme toi vient voir un fonds comme Montefiore et dit je lève X millions, donc 20, 30, 50, 100, j'essaie de comprendre en fait combien tu pouvais avoir de capital, étant donné que c'est le fonds qui met la majorité de l'argent et qu'au final tu vas te rémunérer en management package. Toi, j'essaie de comprendre les ordres de grandeur, mais c'est difficile. La somme que tu as, elle est pari passu, ce qu'on appelle pari passu. Donc, si tu fais x3, tu fais x3 sur la somme que tu as mise. Et effectivement, tous les fonds de private equity français et d'ailleurs anglo-saxons, pour motiver les dirigeants, les managers, ils vont, ce que tu as expliqué, partager une partie de la plus-value avec les équipes pour les motiver et pour les remercier aussi du travail accompli. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. Est-ce que tu peux nous parler du coup du démarrage? Par quelle entreprise vous avez démarré et comment ça s'est articulé financièrement? Oui, bien sûr. Donc, au début, j'étais arrivé avec une cible, donc les Big Boss, c'était que je connaissais bien depuis longtemps. On a commencé par ça. Et après, on a racheté entre 5 et 12 boîtes par an. Donc, ça a été très rapide. On a aussi créé 10 boîtes de zéro avec des entrepreneurs, ce qu'on appelle, nous, les speedboats. Et ça, elles ont toutes été elles ont toutes bien fonctionné. Et à chaque fois, voilà, soit on rencontre un entrepreneur qui a un projet ambitieux et donc on monte avec lui un projet, soit on rachète une société. Alors quand je dis racheter, c'est on prend la majorité, mais on s'associe toujours avec les entrepreneurs qui restent très fortement actionnaires de leur boîte, mais ils sont aussi actionnaires de EDG. Ce qui fait qu'on a un groupe dans lequel tout le monde est actionnaire de tout le monde, ce qui favorise beaucoup les synergies entre les sociétés, l'entraide, la bienveillance. On a tout mis en place pour que tous les entrepreneurs aient envie de travailler ensemble. Et donc du coup, quand vous trouvez une boîte, une cible, on va dire, vous rachetez l'entreprise à la majorité, donc je sais pas, par exemple 60%, 51%. Ouais. Donc l'entrepreneur touche 51% de la valeur de son entreprise. Voilà. Et j'ai entendu dire qu'il devait aussi réinvestir dans EDG pour s'associer avec vous. Il réinvestit combien sur ce qu'il a touché? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Souvent, c'est lui qui décide. Ce qu'il faut, c'est juste une somme qui fasse qu'ils se sentent concernés par la stratégie d'EDG. Et du coup, c'est ce qui est exceptionnel pour moi, c'est l'intelligence collective. C'est-à-dire, dès qu'il y a une décision à prendre, j'ai
j'ai 50 entrepreneurs ultra talentueux où on peut prendre des décisions ensemble, qui peuvent donner leur avis. Dès qu'on regarde une nouvelle cible, j'ai plein d'experts qui regardent et ils sont tous actionnaires, donc on a tous intérêt de ne pas se tromper. Dès qu'il y a un gros appel d'offres qui implique 5, 10, 15 filiales, ils vont ensemble et ils font tout pour gagner ensemble. Et ça mène beaucoup de business ensemble. Les synergies fonctionnent extrêmement bien, c'est une de mes grandes fiertés. Et c'est un des facteurs clés de succès de EDG. Et c'est toi qui as imaginé ce modèle financier ou ça existait déjà? Je pense à S4 Capital. Est-ce que tu t'es inspiré d'un autre modèle ailleurs ou c'est toi qui l'as inventé ce modèle? Nous, en fait, on voulait juste répondre à une équation qui était il faut, que tous les entrepreneurs ils restent avec nous longtemps. Donc là, quand on a fait le dernier LBO, sur 50 entrepreneurs, il y en a 49 qui sont restés et qui ont remis avec nous, alors qu'ils auraient pu décider de sortir. Donc je voulais un incentive qui motive les entrepreneurs à rester. Je voulais que les synergies fonctionnent et que les gens aient un intérêt à travailler ensemble. Et donc ça aussi, ça a bien fonctionné. Et je voulais qu'ils aient autant intérêt à travailler à fond sur leur société que de jouer aussi le groupe. Et donc c'était cette équation qu'il fallait résoudre. Et donc on a dosé pour faire en sorte que ça réponde à ces 3 problématiques. Du coup, je vais essayer d'illustrer pour les gens qui nous écoutent. Mais admettons, je suis entrepreneur, je rejoins EDG. Donc tu rachètes... J'espère, c'est mon rêve. Par exemple, c'est vrai que ça fait partie de nos projets. Ça arrive un jour. C'est vrai que ça fait partie de nos projets. 51%, tu rachètes 51% de la boîte. Donc exactement. Je fais 51% de cash out. Je garde 49% de la valeur de ma boîte. Et sur les 51% que j'ai touchés, par contre, je vais reverser par exemple la moitié dans EDG. Non, c'est peut-être aussi sur les 49 que tu as réinvesti. Tu peux dire il y a une partie que je mets sur EDG et une partie que je mets. Oui, mais du coup, pour schématiser, en gros, c'est-à-dire je touche 50. Donc j'ai par exemple 49% de ma boîte. Et sur les 51% que j'ai vendus, je mets par exemple 20% dans EDG. Oui. Et l'autre partie en cash out. Ce que je disais, tu peux aussi, sur les 49% que tu réinvestis, on peut partir de c'est cette somme que tu peux investir en partie sur EDG, en partie garder sur ta boîte. Si tu souhaites cash outer tes 51%. Ok. Attends, j'ai pas bien compris parce qu'il y a 51% que je vends, donc ça c'est du cash out. C'est ça, et après sur les 49% que tu réinvestis, tu peux affecter une partie sur le groupe et une partie sur ta filiale. Voilà, exactement, c'est ce que j'avais en tête. Tu peux mettre sur ta filiale ou le prendre en cash out? Tu l'as déjà fait ton cash out. Là, on parle de ton réinvestissement. Ah, pardon, ton réinvestissement, d'accord. Donc, je fais 51% de cash out, pardon. Voilà. Et les 49% restants, je décide soit de les mettre dans l'EDG, soit de les mettre dans la boîte. Voilà. Enfin, tu dois les mettre dans les deux, mais tu décides un peu de la répartition. Ok. Et donc, du coup, c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs ont mis une grande partie de leur cash out dans l'EDG et sont associés sur le groupe global. Exactement. Et donc, c'est ce qui participe à l'intelligence collective. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez des services, une surcouche de services? Parce que vu qu'il y a plein de boîtes, bien sûr. EDG, tu vois, est-ce que parmi il y a des fonctions support sur bien EDG? Sûr, énormément. Donc, au siège de EDG, il y a une équipe commerciale transverse qui va essayer de détecter des très gros appels d'offres qui impliquent plusieurs filiales, dirigée par Laurent Maltese. Il y a toute une équipe marketing et com pour accompagner EDG et les filiales dans leur stratégie de relations presse, de relations publiques, de communication. Il y a une énorme équipe M&A. Donc, c'est 5 personnes, le M&A, pour aider toutes les filiales à sourcer et à acquérir des sociétés. Il y a une finance aussi qui est centralisée, une compta qui est centralisée. On est un groupe intégré. On laisse... en fait, moi, j'aime bien cette phrase, j'utilise souvent cette phrase de dire en fait, on intègre les sociétés sans les désintégrer. C'est-à-dire on laisse le degré d'autonomie à l'entrepreneur pour qu'il soit épanoui et qu'il mette en place sa propre stratégie, mais on l'aide énormément, que ce soit commercialement, en termes de marketing, pour acheter des boîtes, sur tous les sujets. Je me demandais, c'est quoi la proportion du capital dans EDG? Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui sont rentrés. Est-ce que par exemple, le fonds, il a genre 2% et les entrepreneurs ont 98%? Ou est-ce que le fonds a 98%? Tu vois, comment ça t'as réussi à répartir le capital aujourd'hui? Là, aujourd'hui, les fonds sont majoritaires. Ils ont 60%. Et tous les entrepreneurs, on a 40%. Ok. J'aime bien la phrase de celle-là, elle va te plaire. Il vaut mieux 5% de Tesla que 50% de Renault. C'est clair. Donc, oui, c'est certain que quand j'ai lancé EDG, il fallait accepter d'être minoritaire, alors qu'avant, avec mes associés dans mes boîtes d'avant, on était majoritaire. Maintenant, je voulais faire un projet extrêmement ambitieux et passer de 0 à 320 millions de chiffre d'affaires en 5 ans. On peut le faire uniquement avec une telle puissance de frappe. Sinon, pour faire un projet comme ça, si j'étais parti from scratch, il faut 30 ans, je pense. Je pense qu'il faut 30 ans. Ouais. Non, il faut 30 ans parce que quand je vois l'évolution des sociétés, même qu'on rachète, elles ont mis toutes pour arriver à une toute petite partie de ce CA 10, 15 ans. Donc, c'est soit tu te dis, soit je me disais, je mets 30 ans, je pars tout seul et j'ai tout mon capital, soit
je m'associe avec à des fonds stars. Ok, je serai minoritaire, mais je vais monter quelque chose d'énorme. Et après, les gains potentiels sont quand même aussi très importants et de l'équivalent de ce que tu peux gagner en ayant 100% de ta boîte. Non, mais je te confirme, pour faire plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, je dirais 30 ans, c'est bien résumé. Donc, et là, tu l'as fait en 5 ans. Ouais, en partant de zéro. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le modèle LBO pour que les gens comprennent, les gens qui sont curieux? On en parle de plus en plus, ça revient un petit peu à la mode. En fait, quand on fait rentrer donc c'est leverage buyout, le LBO. Donc quand on fait entrer un fonds de private equity à son capital, on va créer une société au-dessus qu'on va leverager, donc on va emprunter, on va créer de la dette, et ensuite ce véhicule va acheter la majorité, donc en général, ou il peut y avoir aussi des fonds minoritaires, on va acheter une part du capital et s'associer avec l'entrepreneur. Et après, c'est vrai qu'en remboursant la dette, que ce soit l'entrepreneur ou le fonds de private equity, ça améliore tout de suite les retours. C'est un peu comme du levier immobilier, sauf que c'est du levier pour acheter une société. Et c'est un mécanisme qui permet d'augmenter les retours, tant pour le fonds que la dette, en fait, c'est aussi favorable pour le fonds que pour l'entrepreneur. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a la notion de management package, parce que finalement, là, le fonds, aujourd'hui, qui a 60%, il a mis un ticket important. Et du coup, si vous arrivez à surperformer, tout ce qui est en surperformance, ils vont vous reverser en management package à tous les entrepreneurs. Et c'est là-dessus que vous allez gagner le plus, finalement, parce que c'est telle somme d'argent. C'est vraiment un fonds, mais vraiment 1 milliard, ok, et qu'il fait une plus-value, tu surperformes de 200 millions, il va reverser peut-être, 50 millions aux entrepreneurs, c'est énorme. Et ça, c'est du bonus. C'est le partage de la valeur. Les fonds, ils partagent la valeur avec les entrepreneurs. Et alors, du coup, tu avais Montefiore au début. Tu me disais qu'il avait investi autour de combien alors au début? Parce que moi j'avais 100 millions en tête, c'est pas 100 millions. Non, c'est pas du tout 100 millions. Avec les dettes peut-être, ça doit être... Ah oui, alors si tu comptes... en fait, quand on parle d'investissement d'un fonds, c'est l'equity que le fonds met. Donc c'était beaucoup moins. Et vous avez investi du coup combien aux côtés de Montefiore pour acheter les boîtes en gros? Les entrepreneurs ont réinvesti aussi beaucoup, ouais. Donc c'était à peu près le même ratio. C'était, les entrepreneurs on avait quasiment la moitié aussi de la boîte... lors du dernier LBO. C'est un mécanisme tellement complexe que j'ai du mal intellectuellement à retomber dessus. Parce que vu qu'il y a les réinvestissements des entrepreneurs, c'est ça, exactement. Il y a l'investissement du fonds, il y a ton investissement au début, il y a de la dette. Franchement, c'est impossible. J'aurais aimé aujourd'hui retomber un peu plus sur mes pattes. La cap table, elle est compliquée. Ouais. Non, mais je voulais juste savoir en fait avec Montefiore, combien vous avez investi au-delà des réinvestissements des entrepreneurs pour acheter des boîtes. C'est combien? C'est peut-être 50 millions? Non, moins. C'est quelques dizaines de millions. Mais qui ont fait, qu'on a bien utilisé. On a énormément accéléré les sociétés qui nous ont rejoints. Elles ont fait en moyenne 27% de croissance organique en nous rejoignant et 100% avec les build-up qu'elles ont pu effectuer. Et c'est cette croissance qui a fait qu'on a fait cette perf. On a fait 50% du job avec la croissance organique et 50% avec la croissance externe. Alors du coup, du début de Montefiore à sa semi-sortie. Alors, avec la sortie, parce qu'ils ont réinvesti. C'est pour ça que j'ai dit semi-sortie. Ouais. Ils ont dû sortir une partie et ils ont investi un peu. Exactement. Vous êtes passé de combien? De 0 de chiffre d'affaires à combien? Là, 320. Ouais. À 320. De 0 à 320. Et ensuite, la Tour Capital est arrivée. Exactement, l'année dernière. Et donc, ils sont rentrés avec nous. On est très contents. Donc, on a refait un LBO. Et dans le cadre de ce LBO, on a réinvesti à leur côté et aux côtés de Montefiore. Et c'est vraiment bien d'avoir deux fonds aussi au capital parce que ça te donne encore plus de réseau, encore plus d'accompagnement. À partir du moment où les deux fonds s'entendent bien, ce qui est le cas entre nous. C'est génial ça, je trouve. Les deux fonds s'entendent très bien. C'était ça le vrai challenge. C'était quand tu as deux fonds, c'est qu'ils s'entendent bien. Parce que imagine, toi, tu t'entends bien avec les deux, mais qu'eux, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça peut créer des grosses situations de blocage. Et nous, là, les deux fonds s'entendent très bien. Je pense que la mayonnaise a pris entre nous trois. Et donc, ça nous permet de pouvoir avancer sur tous nos projets. Mais il y a un lead dans le tour ou pas? C'est-à-dire qu'il y en a un qui supervise ou ils ont autant de poids dans les prises de... Ouais, exactement. Je sais pas que c'était possible, je pensais qu'il y avait toujours un qui avait un peu plus de poids que l'autre. Non, nous, ils sont vraiment... C'est 50-50 entre eux et ils s'entendent très bien. De toute façon, ce qu'il faut se dire aussi avec les fonds de private equity, tout ça, on a le même intérêt qu'eux. C'est-à-dire notre intérêt, c'est que la boîte cartonne. Notre intérêt, c'est de délivrer notre feuille de route. On est associés. Et à partir du moment où on a intégré le fait qu'on avait des intérêts communs, parfois on peut ne pas être d'accord, mais il faut aussi écouter. Ils ont beaucoup d'expérience, donc c'est bien aussi de les écouter. Mais on prend en général les bonnes décisions parce qu'on a vraiment les mêmes intérêts. Est-ce qu'il y a des fonds qui n'ont pas cru en toi? Ça m'intéresse parce que j'aime bien dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas dans Elon Musk, tu vois. Donc,
j'aime bien dire, il y aura toujours quelqu'un qui ne croira pas en toi. Toi, quand tu as fait le premier LBO avec Montefiore, est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter? Ou au deuxième, globalement, ça va? Sur le premier, on n'avait pas mis trop en compète. On n'avait pas mis trop en compète. Ah oui, en gros, vous êtes décidé de vous associer entre vous. C'était ce qu'on appelle un deal de gré à gré. On a lancé comme ça. C'était pas un deal compétitif processé. Sur Ametix, oui, il y a eu il y a des groupes qui ont pas été. On avait eu quand même beaucoup d'offres. J'avais une dizaine d'offres, mais il y a des groupes qui n'ont pas été. C'est comme ça, en fait. Je pense que personne ne peut faire l'unanimité. Et puis, quoi qu'il arrive, une acquisition, même si on a énormément d'expérience, ça reste risqué. C'est-à-dire un expert, je ne sais pas si les gens réussissent une acquisition une fois sur 5. Quelqu'un de très, très, très compétent, il va réussir peut-être 2 fois sur 3. Mais tu ne peux pas avoir 100% de réussite. C'est comme un recrutement. Les RH, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose, c'est pas une science exacte. Et c'est pareil pour les acquisitions. Donc, je peux comprendre que certaines personnes identifient des risques qui peuvent leur faire peur et donc n'y aillent pas. Mais c'est vrai que ce serait trop facile. Si quand tu rachètes une boîte, tu es sûr à 100% que ça va bien se passer, ce serait trop facile. Et alors, du coup, et quand la Tour Capital est rentrée, là, vous avez fait un process. Il y avait plus de monde, du coup. Là, il y a eu, et alors, du coup, comment ça s'est passé? On était accompagné par une banque d'affaires, donc par la banque Lazare. Et donc, ils ont lancé un process. Au début, on rencontre énormément de fonds de private equity. Et puis, d'un coup, on décide de shortlister ceux avec qui on se verrait potentiellement avancer. Et donc, là, il y a un premier tour et tu reçois les premières offres. Une fois que tu reçois les premières offres, on en avait beaucoup. Tu te dis, on va encore re-shortlister pour un deuxième tour. Et là, tu mets trois fonds au second tour. Et là, il y a des négos, chacun fait des propositions et tu décides après celui avec qui tu veux t'associer. Je me demandais, il y a beaucoup de fonds de private equity en France qui peuvent se positionner sur les dossiers comme le tien. Du coup, on vient sur des valos qui sont quand même assez élevés. Ouais, est-ce qu'il reste beaucoup de fonds en France ou il y a aussi des fonds pas mal. Après, il y a aussi des fonds anglo-saxons qui ont regardé. Mais ouais, il y avait pas mal de fonds français qui sont positionnés et également des fonds anglo-saxons. Et jusqu'où on pourrait te suivre là? Parce que, admettons, ta boîte demain... Une fois que c'est valorisé plus d'1 milliard, par exemple, tu es bien parti pour. Ouais. Est-ce qu'en France, il y a encore des fonds qui vont pouvoir se positionner au bout d'un moment, en gros? Il y a une limite? Non, il y en a, mais effectivement, il y a moins de fonds. C'est-à-dire, la valo qu'on a eue là, il y avait peut-être 30-40 fonds qui pouvaient se positionner. Encore 30-40 fonds? Ça me paraît énorme. C'est moins. Si, non, quand même. Tu as quand même pas mal de fonds qui ont levé des sommes importantes. Et après, effectivement, tu as raison. Plus ta valo augmente et plus le nombre de fonds potentiels qui peuvent être intéressés se réduit. Maintenant, il y en a toujours, il y a quand même des très très gros fonds dans le monde. Hein. Là, c'est peut-être plus européen, à l'échelle européenne. C'est ça. Non, parce que quand ta boîte est valorisée plus d'1 milliard, quand tu regardes dans le monde du VC, c'est compliqué de mettre des tickets de plus de 30 millions, 40 millions. Ouais, mais dans le monde du private equity en France, des boîtes valorisées autour d'1 milliard, tu vois, entre 700 et 1,2 milliard, je dirais il y en a quand même une petite dizaine par an qui arrivent à avoir ce type de valo. Ok. Donc c'est possible quoi encore. C'est possible encore. Et peut-être qu'à un moment il n'y a plus, non, je sais pas, après 5 milliards, parce que là tu vas vite quand même. Donc ouais, après tu as aussi la possibilité, alors, nous pour l'étape d'après ce sera peut-être, j'espère, encore un autre LBO, mais ça peut être aussi une introduction en bourse, il y a d'autres options. C'est à partir de combien la valeur, une introduction en bourse? C'est à n'importe quelle taille, il faut juste aller sur le marché, t'introduire. Donc, c'est beaucoup de process, beaucoup de juridique, beaucoup d'administratif. C'est un truc qui pourrait t'intéresser, parce que je m'étais renseigné sur les boîtes de services. J'avais réalisé que les boîtes de services en bourse, elles étaient pas du tout bien cotées. Ça dépend. La bourse, genre Publicis, par exemple, je crois que c'était genre 4 fois l'EBITDA, c'est possible? Non, je crois que c'est plus que ça. Je pense qu'il y a une valeur quand même qui est correcte. Mais après, c'est très variable. C'est en fonction du moment. Il faut y aller, je pense, au bon moment. Il faut avoir le bon time to market pour y aller. Là, sur notre précédente opération, on ne le sentait pas. Maintenant, il faut voir en fonction du marché, en fonction. Mais tu as quand même beaucoup de boîtes de services qui sont très bien valorisées. Des Accenture, tu as quand même des boîtes qui ont des valos très intéressantes. Après, il y a la bourse, on peut en parler, même si je ne suis pas expert parce que je n'ai pas fait d'IPO, mais tu as des avantages et des inconvénients. Tu as des avantages au niveau de la liquidité et tu as des inconvénients au niveau du reporting. Ça demande être directeur administratif et financier d'une boîte cotée. Ça demande beaucoup de reporting, beaucoup de travail. Sur la communication, tu ne peux pas faire aussi ce que tu veux, puisqu'il y a beaucoup de règles. Donc, c'est différent. Tu as beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Voilà. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est le modèle LBO avec un fonds. Moi, je trouve nous correspond plus, mais on verra.
Et aussi, à quelle bourse tu te cotes, par exemple? Est-ce qu'il y a des bourses qui sont plus cotées que d'autres? Ouais, bien sûr. Après, tu as plein de stratégies. Après, en général, tu te fais accompagner quand tu fais une IPO et t'arbitres. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les cas. Il faut peser le pour et le contre pour voir s'il faut y aller ou pas. Et alors, du coup, il y a combien d'entrepreneurs là aujourd'hui dans EDG? Tu disais 49, non? Ouais, une cinquantaine d'entrepreneurs qui sont avec nous. Donc, tu as 50 entrepreneurs associés, c'est fou comme Exactement, modèle. plus 300 collaborateurs qui sont devenus associés aussi. Ok. Donc 350 associés dans le groupe. À peu près, ouais. Donc, ça fait sur 2700, peut-être 15%. Ouais, un peu plus de 10%. Entre 10 et 15% de collaborateurs associés. Exactement. Et ça, c'est une grande fierté. Je trouve que le partage de la valeur, je trouve qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui devraient s'en inspirer parce que ça crée une dynamique, une énergie, un commitment de la part des équipes qui est exceptionnel. Et pour moi, si on me doit me demander c'est quoi le facteur clé de succès de notre croissance, c'est ça. C'est le fait d'avoir beaucoup d'entrepreneurs avec nous et de salariés très incentivés. C'est super innovant en plus, parce que tu as l'entrepreneuriat de l'époque avec l'entrepreneur qui crée sa boîte, qui a tout le capital. Et aujourd'hui, je trouve que le modèle innovant, je suis assez d'accord avec toi, c'est un modèle où il y a de la redistribution de capitaux pour les collaborateurs. Une vraie redistribution, parce que parfois, tu as des grands groupes qui te disent oui, on partage la valeur, on attend d'associer de ça, mais c'est des primes de 1 000 ou 2 000 euros en fin d'année. C'est pas ça que, pour moi, partager la valeur, c'est vraiment un salarié qui peut gagner des sommes importantes. On peut dire plus d'1 million d'euros? On pourrait dire ça? Pour certains, pas pour tous, mais pour certains, oui, exactement. Là, en fait, ça dépend parce qu'aujourd'hui, tu as des gens peut-être qui ont des parts qui peuvent prétendre à plusieurs centaines de milliers, mais dans 10 ans, ces parts elles vaudront peut-être un million, tu vois. Ouais, exactement. Donc je me dis, c'est ça l'avantage de ton modèle, c'est que tu vas peut-être rendre plusieurs centaines de personnes millionnaires. Alors, c'est pas moi, c'est nous tous ensemble, mais c'est le groupe EDG. C'est quelque chose qui me motive énormément, moi aussi, d'accompagner, de faire en sorte que les entrepreneurs cartonnent ensemble, que tous les collaborateurs qui nous ont fait confiance explosent, même face à un jour un jackpot. C'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir et qui me motive énormément. Et c'est ce qui s'est passé lors du dernier LBO. Et c'est vrai que toute cette joie, cette énergie, c'était formidable. Tu as racheté beaucoup d'entreprises. Tu disais que tu avais une méthode pour les racheter avec un peu d'analytique, un peu d'intuition. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, je dis souvent que 50% de mes décisions, elles sont prises de manière extrêmement analytique. Donc, ça va être des audits financiers, des audits juridiques, des audits sociaux, réputationnels, vraiment regarder tous les KPI de la société pour vraiment se faire une idée de la qualité de l'actif. Mais après, il ne faut pas oublier aussi la partie émotionnelle, instinctive, qui est hyper importante pour moi. C'est-à-dire, est-ce que je me projette avec cet entrepreneur? Est-ce qu'il a les valeurs de DG? C'est vraiment, c'est-à-dire, est-ce que c'est un team player? Est-ce qu'il va aider les autres? Est-ce qu'il va participer à l'aventure globale? Et voilà, et donc l'instinct aussi, ça joue. Après, quand tu prends une décision que à l'instinct, c'est comme les RH, comme le M&A, c'est pas une science exacte, donc tu peux te tromper. Et donc, je trouve le meilleur moyen, c'est de cumuler analytique très poussée avec ton instinct. Et quand tu mixes les deux, tu n'es toujours pas à 100% de chance de ne pas faire d'erreur, mais tu augmentes tes chances d'y arriver. Mais tu commences par lequel des deux? Parce que du coup, je me dis que tu commences peut-être par un café. Donc, est-ce que tu commences par l'intuition? Ouais, exactement. Et après, tu reboucles avec la finance et le technique. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, pour passer dans la partie due deal financière, etc., il faut que tu aies un feeling avec la personne. Exactement. Faut déjà et le feeling, c'est quoi? C'est sur quels critères tu vas te baser? Alors, c'est beaucoup d'émotionnel. C'est alors, il y a beaucoup d'expérience aussi. Comme j'ai recruté beaucoup de gens, j'ai racheté beaucoup de boîtes, tout ça. Il y a des signaux comme ça que je perçois. Mais ouais, déjà, c'est que je me pose la question de savoir est-ce que je me projette de travailler avec cette personne, de passer beaucoup de temps avec? Est-ce que je vois une énorme motivation en cette personne? Est-ce que je vois, c'est dur à voir en un café, mais de l'intégrité, c'est important d'être accompagné que de personnes intègres qui vont partager les mêmes valeurs que nous. Tu peux deviner l'intégrité au début? Est-ce que c'est pas dur ça? Parce que quelqu'un qui cache bien son jeu, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est dur, mais non, c'est dur, mais voilà, c'est ton instinct, c'est plein d'infos comme ça qui vont te dire, je sens que cette personne va exploser. Mais par exemple, toi, la première fois que je t'ai rencontré, mon instinct m'a dit que tu allais exploser. Ah ouais, c'est ouf ça. Après, mais oui, mais tu sais, j'avais tout de suite. Je peux pas dire que j'avais pas dit que je sentais pas. C'est vrai que quand même, t'as l'œil pour ces choses. Tu m'as déjà parlé d'autres entrepreneurs qui ont aussi beaucoup réussi. Ouais, j'en ai pas mal qu'on avait repéré depuis le tout début. Après, c'est pas que l'instinct, c'est aussi beaucoup d'expérience. Quand tu as vu des milliers d'entrepreneurs, des milliers de projets, comme
Ouais, tu arrives un peu à percevoir. Et après, si je compare à notre passion commune, que sont le jeu d'échecs, Oui. tu vois, parfois, tu es dans une game et tu as ton instinct qui te dit je sens que je vais creuser ça. Et en fait, si tu joues juste le coup instinctivement, parfois ton instinct a été ça va passer. Mais ce que j'aime bien après, c'est cumuler avec du calcul. Tu dis, OK, je sens que là, il y a quelque chose. Ça, c'est ton instinct, tu sais pas pourquoi. Et là, tu te mets à calculer. Et donc, tu dis, tu imagines 5-6 coups, 5-6 coups. Et après, tu te rends compte que soit c'était une bonne idée, tu as bien senti le truc. Et c'est un peu pareil. C'est un bon parallèle. de cumuler l'instinct avec. Et aux échecs, avant, je jouais beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire, quand je le sentais, je le jouais le coup. Ouais, et alors, parfois, tu as mon prof qui me disait, mais waouh, comment t'as trouvé ce coup? Moi aussi. C'est juste, tu vois ça. Exactement comme toi. J'ai joué beaucoup l'instinct. Je trouve que le plaisir des échecs, au début, c'est aussi beaucoup l'instinct. Ouais. Donc, tu t'éclates. Et c'est vrai que ton instinct, parfois, il te fait faire des coups de ouf. C'est ça. En fait, tu vas même surpasser ton niveau. C'est ça. Tu comprends pas pourquoi. Ouais. Et parfois, par contre, c'est une connerie. Et c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant de rajouter après le calcul. C'est ça. Et donc, avant, je jouais un peu trop vite. Et donc, comme mon instinct me disait de jouer ça, je jouais ça. Et maintenant, mon instinct me dit, là, je sens qu'il y a quelque chose là. Et là, je me mets à calculer. Et là, du coup, tu augmentes ton niveau. Est-ce que tu trouves que dans les médias, on parle trop du monde du VC, trop des startups, et pas assez des modèles private equity, des modèles comme le tien? Parce que demain, en fait, une boîte comme la tienne, c'est vraiment une boîte qui peut faire rayonner la France aussi à l'international. Et au final, les médias, ils vont se baser sur une boîte, je sais pas, qui a levé par exemple 50 millions. Mais je sais pas, toi, ton groupe emploie 2700 collaborateurs, tu as 350 associés qui vont peut-être devenir millionnaires. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, ça me passionne parce que je viens de cette industrie aussi. Voilà, est-ce que tu trouves qu'il y a un petit décalage parfois entre le vrai entrepreneuriat et le monde du VC que certains d'ailleurs appellent Ponzi? C'est un vrai sujet. C'est vrai que au début d'Ametix et même au début de EDG, je t'avoue, parfois j'ai l'impression d'être presque un sous-entrepreneur. Parce que tu avais tous les fondateurs des licornes, ils étaient ultra médiatisés, c'était les superstars, tout ça. Et nous, les entrepreneurs du service, on me disait, toi, en fait, tu n'inventes rien, tu n'inventes pas un nouveau produit révolutionnaire, ça, tu fais du conseil, du service, tout ça. J'avais du mal aussi, moi, à comprendre toutes ces valos, tout ça, sur des boîtes dont je n'arrivais pas à comprendre le business model, qui ne faisait pas forcément de rentabilité. Et il n'y avait pas de visibilité sur la rentabilité. Et c'est vrai que je remarque que depuis que c'est plus dur, depuis là, quelques années, on est en période quand même de crise, on revient aux fondamentaux. Et les entrepreneurs dans le service, comme toi, comme moi, ça y est, on nous dit finalement, faire de l'EBITDA, faire de la croissance, c'est peut-être pas si con que ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu la revanche des entrepreneurs du service qui sont un peu mieux valorisés que ce qu'on était il y a 5-6 ans, où c'était que si tu n'étais pas dans le Next 40, tu n'étais pas un entrepreneur. Et donc, alors j'ai beaucoup de respect pour les start-upers, ils font des boîtes exceptionnelles. Et moi-même, et toi aussi, on investit dans les startups, on adore. Mais c'est vrai qu'il y a aussi de très beaux succès dans le service. Et le service, pour moi, en tout cas pour un entrepreneur qui se lance, c'est beaucoup moins risqué. Parce que c'est que de l'exécution. On n'invente pas un start-upper, il va inventer un nouveau business model qui n'existe pas, un concept qui n'existe pas. Et il y a un gros risque que le marché ne l'adopte pas. Alors que nous, on ne fait que répliquer des business models qui existent déjà, qui ont été validés 1000 fois. Il faut juste très très bien exécuter. Et donc, un des secrets aussi de EDG, c'est l'exécution. C'est-à-dire être très bon sur tout. Je sais que le marché de la cybersécurité, ça a atteint des taux de croissance du jamais vu. D'ailleurs, c'est le marché... On a une grosse partie, ouais. Nous, ça, je sais, tu vas m'en parler aussi, mais en gros, c'est un marché qui fait, je crois, qui a une croissance à 2 chiffres depuis toujours, qui était à 15%. Je crois qu'il est monté à 20% avec la défense aussi actuellement. Est-ce que tu connais le taux de croissance du marché du digital /IT, on va dire, et est-ce que tu penses qu'il a un bel avenir devant lui? J'imagine que oui, mais peut-être tu peux nous dire pourquoi. Ouais, alors déjà, le marché en France de digital IT, en fait, le marché, si tu veux dire, adressable de EDG, c'est un marché de 70 milliards aujourd'hui en France et de centaines de milliards dans le monde. 70 milliards en France. Ouais, tu regardes, tu as des acteurs, tu en as cité, qui font énormément de chiffre d'affaires dans les grosses ESN, dans les grosses sociétés de services ou même de communication. Ce marché, il y a une grosse partie, je dirais, il y a à peu près 40% qui est pris par les très très gros acteurs, ce qu'on appelle les Big Five, que ce soit côté digital ou côté IT. Mais après, tu as quand même un énorme marché, c'est 70 milliards, donc 60%, qui est partagé entre plein d'indépendants. Et l'idée aussi de DG, c'est de fédérer ces indépendants pour devenir un gros acteur. Et après, sur l'avenir de ce marché, alors sur la croissance, déjà pour te répondre,
ça dépend, il y a plein de sous-filiales. Tu vois, l'influence marketing, par exemple, là, ça croît de 30% par an. C'est un business qui explose. 30% par an? Ouais, là, ça surpasse la cybersécurité, ça veut dire. J'ai jamais entendu ça. Marché, tu vérifieras. Avec ChatGPT, maintenant, tu peux tout vérifier. Donc, tu vérifieras. Et après, les autres marchés, oui, ils ont eu des croissances exceptionnelles, exponentielles. Depuis 2 ans, bon, 24-25, c'est un peu plus dur, même pour les ESN, même pour la cyber. Ça reste des croissances très honorables, mais un peu plus limitées. Et après, le marché sur lequel il faut se positionner, sur lequel on se positionne et sur lequel on va continuer à se renforcer, c'est le marché du conseil en IA. Le conseil en IA en data, c'est un marché exceptionnel. Pour moi, ça va être l'équivalent de la transfo digitale dans les années 2000. Et donc, il faut mettre de l'IA partout, dans tous nos process. Et également, et ça, on travaille très dur sur ce sujet, avoir énormément d'offres IA pour accompagner au mieux nos clients. Et c'est vrai que là, en ce moment, en inbound, le nombre de demandes autour de l'IA, que ce soit des outils d'IAGEN ou du conseil, de l'évangélisation de l'information, c'est lunaire. Du coup, le marché, donc 70 milliards, il y a d'un côté les Big Five et d'un côté tout un marché de boîtes de moins de 10 personnes, plus tous les freelances, c'est ça, parce que c'est un marché ultra éclaté. Non, après, tu as des ETI, des PME. Tu vois, oui, bien sûr, mais oui, pardon, il y a aussi celle-là, mais on va dire entre les deux. Mais alors, les Big Five, c'est qui pour toi? Ça dépend. Tu as côté IT et côté digital. Ceux que tu as cités, tous les Publicis, les Avast, les Dentsu, les WPP, tu parlais voilà, tous ces acteurs. Et après, tu as les Accenture. Et je me demande en fait la répartition. C'est-à-dire que tu vois, sur un marché de 70 milliards, en gros, les Big Five, est-ce qu'ils ont genre 35 milliards et les freelances, ils ont genre 20? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les freelances, c'est l'autre partie, c'est aussi les boîtes comme toi. En fait, je voulais segmenter en fait les boîtes ETI, etc., PME, les freelances. Mais je trouve ça intéressant cette fragmentation. Pourquoi je te dis ça? En fait, c'est pour transiter sur ma question suivante. Moi, j'ai fait face à un problème. C'est que parfois, j'étais sur un appel d'offres d'une grande marque, sur un beau budget. Et en fait, j'ai gagné ce budget. C'était un budget sur du SEO, SIA. Et en fait, donc je l'ai gagné. Le responsable marketing de l'entreprise nous a confié le budget. On était super contents. C'était une marque prestigieuse, donc on était contents. Et puis à la toute fin, la responsable marketing nous a appelé gênés et nous a expliqué que dans le cadre d'un accord cadre, justement, avec un grand groupe des Big Five, pour pas le citer, ça commence par un P. En fait, ils avaient un accord d'1,5 milliard avec ce Big Five, et que dans le cadre de ces 1,5 milliard, ils récupèrent les budgets de l'ensemble des prestations de services. Et donc, du coup, on nous a sortis dans le cadre de cet accord cadre. C'est pas très joli à dire comme ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le marché va évoluer? Toi qui consolides justement que des experts, hein, justement, des experts métiers, ou est-ce que les Big Five vont continuer de consolider à travers ces accords cadres, ces relations commerciales, tu vois? Ton histoire, c'est la raison d'être en fait de DG. Le client, il a besoin de plus en plus d'avoir une offre end-to-end, c'est-à-dire il a 20 leviers, il a 20 AO, mini AO, si tu veux, différents, des appels d'offres, et il aime bien avoir un interlocuteur pour le tout. Et donc, c'est vrai que quand tu n'as qu'une expertise, et qu'il y a un appel d'offres avec 20 expertises, soit tu dois t'associer avec un Big Five ou avec d'autres boîtes, soit tu ne peux pas y aller parce que le client, il veut le tout. Et c'est vrai que la réponse de DG, c'est de dire, il y a 8 lots. Nous, en fait, on n'est pas des généralistes où on vous dit on sait tout faire. C'est que sur chaque spécialité, on a une boîte qui ne fait qu'une expertise. Et donc, du coup, tu réponds aux 20 lots. C'est vrai que là, ça commence parfois à surprendre quand on arrive sur un appel d'offres où ils disent, il y a 20 lots, vous ne pouvez pas vous positionner. Si, on se positionne sur les 20 lots. Ah bon? Oui, on vous met une filiale par lot et on peut répondre à tout l'appel d'offres. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu te mets à la place du client, c'est vrai qu'il aime bien avoir le gros contrat. Comme ça, il a un interlocuteur qui s'occupe de tout. Et à chaque fois, il met un expert. Donc, ça va se généraliser sur les gros contrats. Maintenant, là où toi, tu as une autoroute, et où ne sont pas les très gros acteurs, c'est tout ce qui va être grosses ETI et grosses PME. Il y a des très beaux budgets là-bas. Nous, on se positionne aussi beaucoup sur ce segment. Et donc là, tu n'as pas de gros acteurs en face de toi. Et il faut en profiter parce que il y a vraiment de très, très belles opportunités. Oui, mais je pense que le problème est répandu à plus grande échelle parce que sur un contrat d'1,5 milliard, c'est-à-dire que même si toi, avec EDG, tu vends un très beau contrat par 5 millions d'euros, en fait,
Je sais pas, un grand groupe Big Five peut dire ces 5 millions, tu me les parce qu'en fait, sur 1,5 milliard, 5 millions, c'est tellement rien pour eux. Après, nous, on s'associe beaucoup avec eux. Moi, on s'associe beaucoup avec on travaille avec tous les gros acteurs et on fait beaucoup de partenariats avec eux et on va ensemble avec eux sur un appel d'offres et on leur dit nous, on va prendre cette partie, vous gérez toutes les autres parties. On s'associe. Et après, tu as une autre étape encore, c'est que tu as avoir l'offre globale, donc une expertise par levier. Et après, les clients veulent aussi que tu les accompagnes à l'international et donc que tu puisses lancer 5-10 pays. C'est pour ça que nous, maintenant, notre stratégie, c'est de vraiment développer à fond l'international. Et là, 50% de nos acquisitions vont être faites à l'international. Aujourd'hui, on a quasiment 600 personnes en Espagne et on va développer d'autres pays pour avoir non seulement l'offre end-to-end, mais en plus pouvoir accompagner un client sur 10 pays. C'est quoi les différents métiers et la répartition en chiffre d'affaires ? Je crois que tu as 4 pôles, tu vas nous raconter ça, mais après, est-ce qu'ils sont tous équivalents ou est-ce que par exemple, tu es plus fort en cybersécurité ? Comment ça se... Alors, on a 5 business units et aussi on a l'Espagne. Et elles sont effectivement, c'est à peu près la même taille chacune en termes d'EBITDA. Pour moi, c'est très important la diversification. Donc, j'aime bien être diversifié surtout. Donc, notre portefeuille client, il est diversifié. Il ne faut pas être trop dépendant d'un client. On est diversifié sur les secteurs. Donc, on travaille autant avec la grande distribution qu'avec la pharma, qu'avec l'industrie. Vraiment, on est sur différents secteurs. Et on est très diversifié sur les offres. C'est-à-dire, s'il y a un levier qui marche moins bien, on a tous les autres leviers qui peuvent rattraper. Et donc, les différents leviers, c'est tout ce qui va être digital content, donc création de contenu, influence marketing, tout ce qui va être autour de la communication digitale, tout ce qui va être performance marketing, tout ce qui va être data et IA, très positionné sur le conseil en data, le conseil en IA, ça aussi énormément. Et effectivement, comme tu disais, tout ce qui va être IT et cyber, qui est aussi une assez grosse business unit. Et enfin, on a tous les services transverses digitaux que sont le RH, l'événementiel digital, dans une business unit à part. Et beaucoup aussi de digital product, notamment avec notre acquisition en Espagne. Ça fait quoi de gérer un groupe de plus de 2700 collaborateurs ? Est-ce que tu es CEO aujourd'hui de DG ? C'est quoi ton titre ? Moi, je suis fondateur et CEO. Après, j'ai un COMEX dans lequel il y a tous les patrons des business units. Et donc, on se réunit une fois par mois pour définir la stratégie, le cap de l'entreprise, de définir les nouvelles offres, de faire le point sur notre croissance, nos objectifs. Donc, je suis quand même très entouré. Et dans ce COMEX, j'ai aussi la patronne du M&A, le directeur financier, le directeur commercial. Je suis quand même très entouré. Et vous êtes combien au COMEX ? Vous êtes 50 ? Non, on est 12 au COMEX. Okay. C'est des gros COMEX, quoi, déjà, ça fait du monde. Ouais, c'est 12 personnes. Tu as les patrons des BU plus tous les patrons des fonctions transverses. Là où je trouve que c'est atypique, ta manière de voir aussi l'entrepreneuriat avec EDG, c'est que tu n'es pas accroché à l'histoire de détention de capital, etc. Est-ce que c'est un truc dont tu t'en fous complètement aujourd'hui ? Par exemple, tu pourrais avoir 1%, en fait, tu t'en fous parce que 1% d'une boîte qui vaut 10 milliards, en fait, ça vaut beaucoup plus que 100% d'une boîte qui vaut 10 millions, tu vois. Ouais, moi, ma façon de raisonner, c'est plus, je regarde... Mais c'est atypique, c'est l'entrepreneur, il est un peu, il s'accroche un peu à son capital, mais finalement, c'est un peu une connerie. Moi, je pense plus en valeur absolue à la somme que je vise. Et si je peux l'atteindre, peu importe le pourcentage de détention, ce qui compte, c'est d'avoir cette somme. Et c'est vrai que si je compare, parce que moi, j'ai accompagné quand même énormément et j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs, si je compare à la somme que peut prendre l'entrepreneur s'il a 100% de son capital, à partir du moment où tu prends plus, même si tu as moins de capital, l'objectif est atteint. Est-ce que tu gagnes plus d'argent aujourd'hui avec tes parts ou avec les management packages ? Est-ce que la valeur de tes parts Franchement, ça dépend on ne peut pas savoir à l'avance, ça dépend des performances. Tu vois, des performances mais si tu veux faire le calcul, tu additionnes tous tes management packages que tu peux toucher et la valeur de tes parts in fine, est-ce que tu penses que ça se vaut ? Ça se trouve, c'est équivalent ? C'est compliqué de répondre, ça dépend. Ouais, ce sera équivalent, mais c'est compliqué de répondre, ça dépend de la perf. Plus tu fais une grosse perf, plus c'est exponentiel, en fait. Et comme là, on vient de commencer l'LBO, notre prochain LBO sera dans 5 ans, on ne peut pas du tout savoir. Alors, il y a un autre truc cool dont on n'a pas parlé aussi, c'est que, encore une fois, on parle de parts, donc d'actions et de management package. Il faut savoir que tu peux avoir 0,1% des parts d'une boîte et 50% du management package. On est d'accord de ça ? Ouais, bien sûr. Qu'en fait, c'est deux choses totalement différentes et après, l'un n'empêche pas l'autre. Plus aussi en action gratuite aussi qui est aussi. Enfin, il y a plein d'instruments différents pour motiver un salarié. Les actions gratuites aussi, c'est un instrument qui permet aussi de faire des bons retours pour le manager et qui ne l'oblige pas à investir des trop grosses sommes non plus. Comment tu gères la pression alors ? Parce que 2700 collaborateurs, j'imagine que ça doit... Quand même, c'est pas comme gérer une petite PME de 10 personnes. Ça va au niveau de la pression ou pas ? Parce que tu disais dans un podcast que
tu arrivais à tout bien gérer, mais que ça, c'était le truc où quand même parfois tu te challenges encore parce que quand même c'est une grosse pression sur les épaules. Non, franchement, en fait, la pression avec le temps, elle diminue dans le sens où plus tu as d'expérience, plus toutes les situations ou les problèmes qui t'arrivent sont déjà arrivés plusieurs fois et donc du coup, tu le gères beaucoup mieux. Je sais pas, la première fois que ça a dû t'arriver aussi, que tu perds un gros client, tu es en panique, tu dis comment je vais me relever de cette perte. Et là, tout à coup, tu as la pression, tu es stressé, tout ça et tout. Après, quand tu vois que ça t'est déjà arrivé, que tu es remonté et que tu as réussi, c'est exceptionnel. Quand tu as la première démission d'un collaborateur que tu apprécies énormément, tu dis waouh, c'est une trahison, pourquoi est-ce que ce collaborateur il quitte l'entreprise pour faire autre chose et tout. Et après, quand tu vois que ça s'est bien passé après et que tu as retrouvé des gens très, 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 très bons, quand ça te réarrive, du coup, l'expérience fait que tu gères mieux ces situations. Et en fait, c'est rare là qu'il m'arrive une situation qui m'est jamais arrivée. Donc du coup, à chaque fois, tu essayes de résoudre. Et pour moi, tout est question un peu c'est comme des équations à résoudre. Donc tu as un problème qui t'arrive, tu dis tu prends du recul, tu te dis ok, comment je résous ce problème, option A, option B, option C. Tu réunis tes équipes, qu'est-ce que vous pensez, on fait A ou B ou C, qu'est-ce qu'on fait, tu le fais et après tu passes au problème. Mais un entrepreneur, en fait, je pense qu'il doit aimer les problèmes. Ça peut te paraître fou ce que je vais dire. Il doit aimer les problèmes et il doit aimer résoudre les problèmes. Il doit se réveiller le matin et se dire, il faut que je trouve un problème dans la boîte là et que j'arrive à le résoudre. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui dans EDG ? Je te dis, il y a une trentaine d'entreprises, une trentaine de filiales, dont 10 qui ont été créées de zéro. Ok, une trentaine de filiales. Je me faisais le cas de figure, peut-être qu'un jour, tu en auras plus de 50. Est-ce que c'est possible qu'une des entreprises fasse faillite ? Je me suis imaginé un worst case scénario. Bien sûr. Parce que tu vas pas non plus réalimenter. Mais toi, tu as un boulet, tu as une boîte qui commence à mal marcher. Est-ce que tu vas l'aider en mode jusqu'au bout, réinjecter, ou si ça marche plus, tu vas être capable de l'abandonner ou même la fusionner avec une autre, tu vois ? Ça, c'est jamais arrivé, j'imagine encore. Là, aujourd'hui, c'est pas arrivé. Mais effectivement, statistiquement, il faut être prêt, ça arrivera. Après, effectivement, tu as plein de solutions. Soit tu fusionnes avec une autre société, soit tu restructures la boîte. Tu n'es pas obligé de la fermer, mais tu restructures. Après, ça nous est déjà arrivé de restructurer ou d'arrêter des offres. Une offre qui ne fonctionne pas comme on veut. Une offre, oui. Mais je te parle d'une entreprise carrément. Non, ça arrivera sûrement statistiquement. Et effectivement, faut essayer d'abord de tout faire pour remonter. Mais un bon entrepreneur, il doit savoir aussi débrancher quand une activité ne fonctionne pas. Tu es dans un modèle, on dit qu'il y a des modèles intégrés avec une seule marque et il y a des modèles avec plusieurs entités. Alors nous, on est un modèle intégré dans le sens où il y a énormément de fonctions transverses, où on est un groupe. Maintenant, c'est vrai que nos filiales ont une certaine notoriété qui fait que j'ai décidé de garder le nom des marques parce qu'elles sont très connues et que ce serait trop dommage je te prends un exemple, une agence comme Follow, dans l'influence marketing, elle est très connue sur son secteur. Tous les créateurs de contenu veulent travailler chez Follow. Si je l'appelle EDG Influence, ce serait vraiment dommage de ne pas capitaliser sur ce que j'appelle moi une love mark, c'est-à-dire une marque vraiment que les gens aiment bien. Mais est-ce que tu n'aurais pas intérêt à terme à avoir qu'une seule marque ou non ? Parce que peut-être qu'à partir d'une taille critique, tu vois, par exemple, Accenture, c'est que Accenture, tu vois, il n'y a pas, je pense, plein de marques différentes. Quand tu vois, il y a d'autres grands groupes qui ont gardé plein de marques aussi. Mais justement, j'en connais, parce que tu vois, Publicis. Ils ont gardé plein de marques. Ils ont plein de marques, t'as raison. Je crois qu'ils ne sont pas renommés genre Publicis Conseil, Publicis Sapiens. Sur certains, mais tu en as plein, t'as plein de marques qui existent toujours. J'ai l'impression qu'à une certaine taille. Ouais, tu peux rationaliser. C'est clair qu'il ne faut pas avoir à un moment 500 marques. Et donc, parce que nous, en fait, on a des groupes au sein du groupe, c'est-à-dire une filiale va elle-même racheter plein de boîtes et créer son écosystème. Et là, effectivement, on peut brander uniquement le nom de la filiale. Mais c'est clair qu'il ne faut pas avoir 500 marques. Maintenant, tu peux avoir plusieurs marques. Est-ce qu'il y a des avantages où parfois tu as deux marques qui font le même service ? Je fais un exemple. Et en gros, il y a un appel d'offres et le client, en fait, tu as tellement d'entreprises qu'il ne sait plus que c'est EDG, tu vois, à la fin. Et du coup, en fait, il prend 10 boîtes. Il en shortlist 2, mais en fait, les deux, c'est 2 boîtes de DG. Et donc, du coup, ça finira chez toi dans tous les cas. L'idée, c'est, nous, on ne veut pas mettre de concurrents les uns en face des autres. Donc, dès qu'il y a une filiale, dès qu'il y a par exemple une cible qui fait la même chose qu'une de nos filiales, elle est rachetée par la filiale et ils fusionnent. Et en général, on garde un seul nom. Donc, l'idée, c'est de ne pas mettre de concurrents les uns en face des autres. OK. Aujourd'hui, est-ce qu'il te manque des services aujourd'hui dans le digital, où tu as racheté assez d'entreprises pour couvrir tous les services? Il y en a vraiment beaucoup. Les 70 milliards, c'est tout ce que tu as aujourd'hui? Ou non, tu n'as pas comblé tout encore? C'est le marché adressable. C'est le marché adressable. Non, notre puzzle est plutôt bien rempli. Maintenant, il faut consolider et que chacune de nos filiales consolide en rachetant des sociétés complémentaires. Après, non, il reste encore, il y a encore côté IT, pas mal d'endroits où on doit positionner. Également côté digital, côté
côté digital marketing. Et surtout, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Il y a tout le temps des nouveautés et il faut toujours être extrêmement agile. Je peux donner 500 exemples. Et là, TikTok Shop qui arrive, hop, il faut se mettre à fond sur TikTok. À chaque fois, tu as bien sûr l'IA, mais à chaque fois, tu as des nouveautés qui arrivent. Il faut tout de suite soit se positionner. Tu peux soit en créant, soit en organique, soit en rachetant un expert du secteur. Où s'arrête ton ambition parce que tu t'arrêtes jamais, tu es toujours à fond, depuis, que ce soit le premier jour ou aujourd'hui quand je te vois. Est-ce que tu as une ambition qui est tellement démesurée que tu la caches aujourd'hui ou pas? Est-ce que, parce que tu as peu communiqué là-dessus, mais jusqu'où tu voudrais aller? Ah non, on la cache pas du tout. On est extrêmement ambitieux. On vit une aventure collective humaine exceptionnelle. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Je suis hyper heureux. J'ai la chance de hyper bien m'entendre avec tous les fondateurs des sociétés qui nous ont rejoints. On est presque tous amis. En fait, on s'entend extrêmement bien. Il y a une super bonne énergie. Donc, quand tu es hyper heureux dans ce que tu fais, que tu es sur un marché énorme, que tu as beaucoup d'énergie, que tu as plein d'associés et qu'on vit une aventure aussi fantastique, bah, je continue. En fait, moi, je continue, je vais aller jusqu'au bout de ce que me permet de faire mes compétences. Si tu penses que tu pourrais rentrer au CAC 40 ou c'est trop gros, tu penses? C'est quoi la valeur pour rentrer dans le CAC 40 en valeur d'entreprise? J'ai pas la valeur en tête, mais c'est peut-être 100 milliards ou un truc comme ça. Non, l'idée, c'est de mettre énormément d'énergie, de continuer à donner le meilleur. Alors, on n'a peut-être pas assez parlé aujourd'hui, mais le plus important, c'est la satisfaction du client. Tout faire pour que le client soit heureux. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne. J'adore aider les clients. Et donc, tu vois des clients encore ou pas? Ouais, énormément. Ça, c'est drôle parce que tu gères 2700 personnes et tu vois encore des clients. Bien sûr, je vais même dans les appels d'offres. S'il y a un gros appel d'offres, je viens. Je peux appeler, suivre quand c'est des clients que j'ai recommandés ou que j'ai ramenés au groupe, ben je vais les suivre quand même pour vérifier que tout se passe bien. Et je pense que c'est important quand tu es CEO de rester proche du business. Sinon, après, tu ne peux pas avoir une vision claire si tu ne comprends pas tous les enjeux. Et nos business, ils vont tellement vite. Il y a tellement de nouveautés chaque année que tu es obligé d'être au contact client, de comprendre leurs attentes si tu veux avoir une vision. Sinon, ta vision, elle sera rapidement dépassée. Je pense que tu arrêtes de faire la veille pendant 6 mois dans le business, t'es has-been. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Du coup, c'est à la fois une difficulté et une opportunité. Moi, à chaque fois que j'ai fait mes LBO, ça va peut-être te faire plaisanter. On me parlait de plein de trucs, d'innovation, TikTok Shop, il y a plein de trucs. Et en fait, c'est marrant parce que toi, quand tu te défends, tu dis juste, je vais être agile et je vais me servir de ça comme une opportunité, de ces évolutions comme une opportunité. Et en fait, soit tu arrives à être convaincant et on va dire il va s'en servir comme une opportunité, soit les mecs se disent ça va être plutôt une faiblesse et du coup je veux pas investir. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que si tu veux voir un point faible dans un projet ou une raison de ne pas y aller, tu peux trouver sur n'importe quelle boîte, même celles qui ont fait les plus gros succès, tu peux trouver des raisons de ne pas y aller. Et c'est vrai que l'IA, ça peut être une très bonne excuse. Tu dis l'IA va disrupter ton secteur. En fait, l'IA peut disrupter tous les secteurs, et dont les fonds. C'est-à-dire, peut-être que on parlera de ta boîte à ChatGPT et il te dira exactement faut y aller, faut pas y aller, combien de chances tu as que ça marche pas, parce qu'il aura tellement de data qu'il n'y aura même plus besoin, en fait, tous les métiers peuvent se faire disrupter. Maintenant, ça c'est la potentielle menace, mais d'un autre côté, l'opportunité, le marché du conseil en IA, tout le monde va vouloir utiliser l'IA, personne ne sait comment faire, et donc le marché du conseil en IA ou comment utiliser l'IA pour être plus productif, c'est un des plus gros marchés qui arrive et sur lequel on est ultra bien positionné. Donc pour moi, il y a beaucoup plus d'opportunités que de menaces nous concernant. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que tu vois, pendant mon deuxième LBO, j'en pouvais plus parce que dès que je pitchais un fonds, en fait, il me disait, même lui, avant de me poser la question, je vais te poser la question, t'as la crème pour l'IA. Ouais. Et en fait, à la fin, vraiment, j'en avais marre parce qu'en fait, je répondais tout le temps à la même question de l'IA. Et dans ma tête, j'étais en mode, mais du coup, vu que l'IA est en train d'arriver dans toutes les industries, ils doivent poser la question à tout le monde. Exactement. Et du coup, je me dis, ça doit être chiant leur rendez-vous. À chaque fois, il doit dire, mais alors l'IA, comment tu fais? Mais effectivement. Voilà, ma réponse, c'est de dire. Vous pouvez voir des menaces. Moi, je vais vous montrer toutes les opportunités en termes de productivité et en termes de conseils, en fait, d'outils. Tu regarderas aussi sur ChatGPT le marché du conseil en IA. C'est un marché énorme. Ouais, c'est clair que ça va exploser. Puis ça va aussi améliorer la productivité des entreprises. Exactement. Il y a à la fois des nouveaux business, je pense, mais à la fois des gains de productivité côté entreprise. Ok, donc là, ça fait combien de temps que tu as lancé EDG ? Donc en octobre 2019. Octobre 2019. Voilà, donc ça fait pas si longtemps au final. Ça va faire 6 ans. Tu as fait deux LBO en 6 ans. Ouais. Enfin, une création et un LBO.
une création et un LBO. Et c'est quoi la suite alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer notre croissance, les acquisitions, l'international, qui est vraiment une priorité. Donc de se développer à l'international. Et puis de continuer à augmenter toutes ces synergies et toute cette énergie aussi de toujours qu'on s'entende toujours tous extrêmement bien pour continuer à se développer. Moi, j'ai 2 objectifs. C'est un objectif, c'est l'objectif financier d'atteindre les objectifs qu'on m'a fixés, tout ça. Mais j'ai aussi un objectif qui est tout aussi important, c'est celui qu'on s'éclate, qu'on vive une superbe aventure. Tu passes tellement de temps au travail, on travaille tellement tous que c'est très bien. Et si à la fin du prochain LBO, on a fait une énorme réussite financière, mais qu'on est tous fâchés, pour moi, ce sera un énorme échec. Pour moi, je ne verrai pas ça comme un succès. Si inversement, on s'entend ultra bien, mais qu'on n'a pas fait le LBO, je verrai ça aussi comme un échec. Donc il faut vraiment les deux. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'on fasse une success story, qu'on continue cette success story, mais aussi qu'on vive des moments fabuleux. Et franchement, on a vécu tellement de moments exceptionnels dans cette aventure que c'est pour ça quand tu me demandes quand est-ce que je veux arrêter ou quand est-ce que tant qu'on vit des choses comme ça, tu as envie de continuer. Ça sera ta dernière boîte EDG, tu penses? Franchement, on ne peut pas du tout savoir. Après, tu vois, sur Ametic, je n'avais pas prévu de vendre. C'était une approche comme ça et des gens qui t'ont approché et tout d'un coup, il y a un process qui s'est lancé. Je n'avais pas prévu spécialement de vendre la boîte. On ne peut jamais savoir. Après, tu sais, tu as parfois des gens qui viennent te voir, tu n'es pas vendeur, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Donc, je peux pas te dire. Mais ce qui est certain, c'est que si ça arrivait, je remonterais quelque chose immédiatement. Peu importe la somme que je gagnerais. Moi, j'adore créer. Je suis hyper actif. Dynamique, comme je disais au début du podcast. Et j'arrêterai jamais, c'est sûr. D'ailleurs, quand j'ai quitté Ametix, donc suite à la revente de la Poste, j'ai quitté le vendredi et le lundi, j'ai commencé EDG. Énorme. J'ai fait un week-end de pause. C'est énorme. Et après, j'ai relancé direct. Quand la Tour Capital est rentrée, c'est quoi leur objectif, eux, et à partir de combien ils redonnent du management package? En gros, ils veulent faire x2 ou ils veulent faire x10, tu vois? Vraiment, c'est beaucoup plus technique que ça. Et mais en gros, les fonds de private equity, pour répondre à ta question, c'est quoi beaucoup plus technique? Parce qu'ils veulent faire un multiple, c'est un TRI par an. Ils font des retours en général entre 1,5 et 3,5. Okay. La moyenne, elle ça, c'est c'est ça que j'ai dit sur les bons fonds de private equity, c'est 2,5, 2,5. Après, quand tu fais x3, ils sont. Oui, en fait, c'est entre 1,5 et 3,5. Et on va dire à x2, ils sont déjà contents. Et x3,5, c'est génial. Mais tu peux jamais savoir avant. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Et plus ils font de multiples, plus il y a du management package, donc plus tout le monde gagne. Enfin, des actions gratuites attribuées. Enfin, il y a plein de mécanismes différents. Ouais. Super. Tu as reçu la Légion d'honneur récemment? Non, l'Ordre national du mérite. L'Ordre national du mérite? J'ai confondu. Ouais. C'est quoi la différence? C'est deux institutions différentes. Il faut plus d'années d'expérience pour la Légion d'honneur. Et donc, l'Ordre national. C'est quoi la différence entre les deux? Celle que tu as reçue, c'est laquelle? C'est vraiment différent. C'est l'Ordre national du mérite. Et donc, c'est la République qui te remercie pour tout ce que pour ta contribution à la France, à la croissance de la France, au rayonnement du numérique en France. C'est génial. Ça t'a fait. C'est quoi l'émotion que ça t'a procuré de recevoir cette? C'est quand même la République. Quand même, t'imagines, t'es citoyen français, c'est la République qui te remet une médaille. Je trouve ça fou, moi. Ouais, franchement, c'est un super moment. Franchement, c'était exceptionnel. Beaucoup d'émotions. Tu as tes parents qui sont très fiers. Tu réunis. C'est une soirée où tu peux réunir ta famille, ton réseau, le pro, le perso. Tout le monde est là. Donc, c'est un moment très, très, très émouvant. Tu prépares un long discours. Et non, vraiment, c'était un moment vraiment exceptionnel. T'étais pas gêné que tout le monde soit là que pour toi? T'étais un peu le centre de l'attention. Bien sûr. Après, c'était sympa aussi de réunir tout le monde, que tout le monde network, que tout le monde échange. Et après, c'est aussi, c'est top aussi que la République, elle mette en avant des entrepreneurs et pas que des personnalités de la fonction publique. Donc, c'est top de l'avoir reçu. Ouais, j'étais très fier. Par rapport à ton modèle EDG, tu penses qu'il y aurait des choses à faire d'un point de vue politique? Est-ce que la politique t'intéresse dans le sens où, tu vois, avoir des modèles plus innovants à la EDG en rétribuant plus de capital à ses collaborateurs? Moi, je suis aussi partisan de ça. Ouais. Je trouve ça génial. Est-ce que tu vois, il n'y aurait pas peut-être, tu vois, limite favoriser les entreprises à le faire, avoir des avantages limite fiscaux? Tu vois, plutôt que de taxer plus, on pourrait dire plutôt... Moi, je pense que l'actionnariat salarié, ça peut être un énorme facteur de succès pour les entreprises et pour vraiment doper leur croissance. Moi, je vois quand j'ai un salarié qui est bon, mais il est bon, on décide de lui donner
des actions gratuites pour le remercier, pour le fidéliser et pour le motiver, il passe de bon à très bon parce que ça devient un peu sa boîte. Il a des parts de la boîte et son énergie n'est plus la même, son implication n'est plus la même. Franchement, je trouve que ça juste qu'un salarié qui travaille jour et nuit, qui se bat à fond, enfin je te dis qu'il travaille jour et nuit, il travaille pendant les horaires de travail, mais qui est motivé, qui est extrêmement motivé, il mérite en fait d'être rétribué à hauteur de son investissement. Et donc pour moi, c'est très juste le partage de la valeur. Et donc si les politiques devaient s'inspirer d'une chose de DG, c'est de tout mettre en place pour favoriser l'actionnariat salarié, le partage de la valeur et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'associés dans les sociétés. Okay. Et encore une fois, quand je précise associés, ce n'est pas une prime de 1 000 € qui puisse, avec des sommes incentivantes. En tout cas, c'est fou de se dire de 0 à 2700 collaborateurs en du coup 6 ans. C'est fou de se dire ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas aller trop vite à réaliser un peu là ou pas? Parce que c'est tellement rapide. C'est souvent, tu as besoin d'encaisser les choses. Tu vois, moi, je suis passé de 0 à 300 en 10 ans. Ouais. Et déjà, tu vois, j'encaisse petit à petit, c'est déjà énorme. Mais 0 à 2700 en 6 ans, du coup, je me demande ce que ça doit faire. Il y a 6 ans, j'étais tout seul dans un petit bureau. Et quand j'avais revendu à Metix. Et c'est vrai que c'est aller très très vite. Après, il faut avancer avec humilité. Il faut toujours... faut jamais prendre la grosse tête. Je pense que c'est le jour où tu prends la grosse tête, tu baisses ta garde et c'est là où tu te prends un sale coup. Donc il faut toujours rester humble, se battre. Là, tu parles de cette croissance, mais il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles forcément. Et il faut toujours se battre, être optimiste. Donc ça, c'est hyper important. Et mettre beaucoup d'énergie. Mais c'est sûr que c'est aller très vite et tout est allé très vite. Maintenant, il faut garder son sang-froid et se dire qu'on a eu aussi de la chance. Il y a une part de chance dans tout ça. Il faut rester humble. Tu t'entends bien avec tous tes associés, parce qu'il y en a tellement qu'il y a des personnalités qui doivent être différentes. Tu vois, si tu as 2-3 associés, tu peux bien t'entendre avec eux. Mais je me dis, si tu en as 50, il y en a peut-être certains avec qui tu as moins de fit que d'autres. Tu vois, c'est humain aussi. Déjà dans la sélection, tu sais, quand je te parlais de l'analytique, l'instinctif, tout ça, je ne vais pas racheter une boîte ou m'associer si il n'a pas les valeurs de DG ou si déjà je ne sens pas un fit. Donc déjà dans la sélection, ceux qui nous ont rejoints, on a un fit avec eux et ils ont les valeurs de DG. Donc déjà, ça augmente le chance qu'on s'entende bien. Après, oui, effectivement, tu peux avoir des gens avec que tu vois avec qui tu as le plus d'affinité ou moins d'affinité. Maintenant, dans l'ensemble, on s'entend tous plutôt très bien. J'ai une question technique. Si un entrepreneur, il lui reste 49% du coup en part EDG, etc. Qu'est-ce qu'il fait si en gros il veut arrêter le projet et revendre ses parts, il négocie avec vous, tu vois, une sortie sur plusieurs années? Là, on n'a pas eu trop de départ. Normalement, les fenêtres de liquidité, c'est à chaque événement de liquidité, donc LBO, IPO, tout ça. Si quelqu'un veut partir avant, après, tu as des règles qui ont été définies en amont avec des calculs de rachat de parts, mais avec une décote, parce que quelqu'un qui décide de quitter l'aventure avant la fin, il n'a pas la même valo que celui qui reste jusqu'au bout, ce qui est juste, parce que pour ceux qui restent, ils vont se dire attends, il suffit de partir, on gagne autant que si on reste. Donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Je me dis, ça doit être galère la documentation juridique, parce que si tu as demain genre 500 associés, c'est quand même beaucoup de juridique, quoi, tu vois. Ouais, c'est très technique, mais... L'étape de capi, ça doit être des Excel à 500 lignes. C'est pas vrai, une table de capi avec 10 lignes ou avec 500 lignes, tu vois. Ça doit être amusant intellectuellement parlant, par contre, je pense. Oui, bien sûr. On a toutes les équipes M&A qui travaillent dessus. Mais c'est effectivement, moi j'appelle, en fait, on a c'est sophistiqué, mais c'est pas compliqué. C'est juste très sophistiqué pour incentiver le plus de personnes possible. Super. Bon, écoute, je mettrai le lien de ton LinkedIn s'il y a des gens qui veulent te contacter, qui ont des sociétés dans le service digital, peut-être des gens même à l'international. Sur l'international, c'est vraiment Europe ou c'est international aussi, par exemple États-Unis? Aujourd'hui, on est présent dans 10 pays, mais c'est surtout l'Espagne dans lequel on a quand même 500-600 personnes. Donc c'est beaucoup, 600 sur 2700. Oui, bien sûr, c'est un gros hub. Tu as 1/5 de tes gens en Espagne déjà. Ouais. Espagne qui est un pays formidable avec une énorme croissance. Là, je crois qu'ils fait plus de 3% de croissance cette année. C'est très dynamique. Ils ont des budgets plus faibles. Moi, j'y suis aussi et c'est pas les mêmes budgets qu'en France. Mais on fait quand même des super perfs en Espagne. Donc très, très, très content. Et après, on aimerait bien aller aux États-Unis et continuer à développer l'Europe.
Ok, mais du coup, tu t'appelleras encore European Digital Group si on tu es peut aussi aux très bien, États-Unis, bah, ouais, on ça peut être marche. européen et aller conquérir le monde. Est-ce que tu as tiens, je voudrais finir là-dessus, est-ce que tu as un côté un peu patriotique dans le sens où moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs créer des boîtes, valoriser des milliards et en fait se délocaliser aux États-Unis ou ailleurs. Est-ce que European Digital Group, ça a vocation, tu vois, à garder son siège en France et à rester français? Ouais, franchement, moi, déjà, j'adore mon pays. Me sens extrêmement bien en France. Je trouve qu'on a un super lifestyle en France, une qualité de vie vraiment exceptionnelle. C'est sûr que moi, je me projette. Et l'idée aussi, c'est de faire rayonner la France à l'international et de participer au rayonnement du digital français, de la French Tech dans le monde. Tu penses quoi de la taxe Zuckman? Parce que du coup, tu pourrais y être, Toi aussi. touché. La taxe Zuckman, alors là, je ne suis pas encore concerné, hein, mais la taxe Zuckman, je la trouve injuste pour pas mal de personnes, pour les start-upers qui peuvent avoir une très grosse valorisation, mais zéro liquidité. Et peut-être ce qu'ont pas compris les rédacteurs de ce projet de loi, c'est qu'il y a une différence entre une valorisation qui peut être virtuelle et qui sert à répartir les actions dans une cap table. Tu as un exemple, tu peux valoriser une entreprise 100 millions, même sur un PowerPoint, sur une idée de dingue, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est prêt à acheter cette boîte 100 millions. Et ça, c'est très fréquent dans les startups. Moi, j'ai plein de startuppers ou de startups dans lesquelles j'investis. Ils viennent me voir avec un PowerPoint, on valorise la société 10-12 millions pour pouvoir répartir le capital, mais personne ne serait prêt à acheter ce PowerPoint 10-12 millions. Donc, c'est une valeur virtuelle. Et en plus de ça, l'entrepreneur qui va devoir payer, je sais pas, sur 100 millions, donc 2 millions par an d'impôts, n'a pas les liquidités. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir une banque, il va prendre ce qu'on appelle un prêt lombard. La banque va lui prêter du cash, il va nantir les parts de sa start-up. Et comme les banquiers, eux, savent que ce n'est pas la vraie valeur, ils vont lui demander une garantie perso. Et du coup, il a de fortes chances, sachant qu'une start-up, ça ne marche pas une fois sur deux, il a de fortes chances de se retrouver ruiné. Au bout de quelques années, il va être à moins 10, moins 20 millions d'euros, alors qu'il n'avait pas les liquidités et que sa boîte ne les valait pas vraiment. Alors ça, c'est le cas des start-upers. Donc ruiné et endetté, du coup. Il a dû s'endetter pour payer les impôts. C'est ça. Donc c'est chaud quand même ça. Bah, alors juste me permets une parenthèse aussi, ils voulaient aussi mettre la possibilité de payer en actions, c'est-à-dire que si tu n'as pas la liquidité ou plutôt que d'aller emprunter, ce serait l'État qui récupérerait 2% de l'entreprise tous les ans. Bon, donc, là, ça s'approche du communisme un peu, mais c'est de la nationalisation quand même. Enfin, ouais, peut-être pas nationaliser parce qu'il faut non, plus de 51%. Aussi, il faut que du coup le représentant de l'État il soit pas trop opérationnel non plus, parce que c'est pas un investisseur que tu as choisi forcément. Toi, nous, aujourd'hui, j'ai choisi les investisseurs qui allaient nous rejoindre. Il y a une bonne entente, ils sont très compétents de ça. Là, si tu as tout d'un coup un associé que tu n'as pas choisi qui arrive à ton capital comme ça, c'est compliqué. Là, je t'ai parlé pour les start-upers, mais si tu regardes pour le LBO, ce qui va être compliqué avec les taxes Zuckman, ça va être dans le réinvestissement des entrepreneurs. C'est-à-dire, imaginons sur ton prochain LBO, tu as beaucoup de chance, tes parts, elles valent 100 millions. En général, dans le tour d'après, tu réinvestis entre 50, 70, 80% dans ton LBO. Mais si après tu calcules que ce qu'on va te demander en impôt, tu n'auras pas assez de liquidité pour les payer, du coup, tu vas moins réinvestir, donc tu vas te faire plus diluer. Et donc, ça va avoir un effet, ça va avoir un effet très négatif sur ta motivation, etc. Parce que tu ne seras pas en mesure de pouvoir investir la somme que tu veux dans ta propre société. Moi, je suis partisan du sursis d'imposition, c'est-à-dire imposer une fois que l'entrepreneur touche les liquidités. Le jour où tu vends la boîte et que là, tu as le cash, là, on te demande de payer. Mais le problème de la taxe Zuckman, c'est qu'on demande à des gens qui n'ont pas de liquidité de payer avec de l'argent dont ils ne disposent pas. Moi, je trouve ça fou parce qu'ils parlent justement de justice fiscale, mais moi, je trouve dans le mot justice fiscale, il y a justice. Et le fait de demander à un entrepreneur de faire un crédit pour payer un impôt, mais c'est fou. Une fois qu'on s'est dit ça, alors moi je suis énormément totalement partisan du fait que les entrepreneurs doivent participer à l'effort national, et c'est avec grand plaisir. C'est juste que ce mécanisme, il n'est pas très adapté. Maintenant, moi ça va te paraître fou, mais je suis content de payer mes impôts, je suis content de participer à l'effort national. Maintenant, il faut juste que ce soit fait de manière adapté au marché et adapté en tout cas au monde du digital, de la valorisation des startups, des LBO. Et donc, pour moi, il faut payer quant à la liquidité en fait. Bien sûr.
Oui, mais c'est assez logique en réalité. Là, on Ouais, parle. c'est ça. Ouais, pour résumer, OK pour payer, mais une fois qu'on a la liquidité. Ouais. En gros, OK pour payer si on a l'argent, mais pas OK pour payer si Parce que on a l'épargne rien. d'une boîte, c'est pas quelque chose de liquide. Donc tu peux pas. On parlait de la différence entre une introduction en bourse et un LBO. Quand tu es en bourse, tu peux vendre tes parts tous les jours. Tu vas sur un site et tu vends tes parts et là, tu peux avoir de la liquidité. Quand tu n'es pas coté, tes parts ne sont pas liquides. Donc, c'est ça la difficulté. Dernière question pour toi, parce que ça m'intéresse aussi à titre personnel. Comment on choisit son fonds pour faire un LBO? Sur quels critères on se base? Il y a plein de fonds de private equity. Est-ce que tu fais pareil que quand tu rachètes une boîte? Oui. Tu vas te poser sur le fit, etc. Ouais, exactement pareil. Donc, analytique et instinctif. Sur l'analytique, il faut vérifier que le fonds est manager friendly. Donc, pour ça, il faut faire des prises de référence, appeler beaucoup de sociétés dans lesquelles ils ont investi. Il faut appeler des sociétés qui ont cartonné pour avoir le retour du fondateur. Mais c'est bien aussi de parler avec des fondateurs qui ont été accompagnés et qui ont connu, comme ça arrive très souvent, des périodes plus compliquées, et de voir comment le fonds réagit dans les périodes plus compliquées. Est-ce qu'il reste manager friendly? Est-ce qu'il est dur? Il y a des fonds manager friendly qui ont pour habitude, on sait réputationnellement, ils ne virent jamais les fondateurs. Donc ils s'associent avec un fondateur, ils le gardent. Inversement, il y a des fonds, dès que tu fais une mauvaise année, ils se disent c'est la faute du dirigeant, et donc ils vont remercier le dirigeant. Donc il y a cette analytique. Après, tu as la performance du fonds, tu regardes les perfs qu'ils ont fait en général. S'ils font des super perfs, c'est qu'ils sont bons et qu'ils accompagnent bien quand même leurs entrepreneurs. Et ensuite, après, tu as tout le côté humain de dire est-ce que. Enfin, les fonds, ça devient tes associés. Tu travailles avec eux énormément. Tu les vois parfois, tu peux les appeler quasiment tous les jours. Et donc, bien vérifier qu'il y a le fit humain, qu'on s'entende bien, que la mayonnaise va prendre. Et donc, c'est comme un recrutement, en fait. Donc, il faut. Quand tu as la chance d'avoir plusieurs offres, après, quand tu n'as qu'une seule offre, tu as le choix. Mais quand tu as plusieurs offres, il faut mixer tout ça. Tu fais aussi une due deal sur le fonds, tu appelles leurs anciennes participations. Ouais. Et inversement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'appellent pour savoir ce que je pense des fonds qui sont à mon capital avant de signer avec eux. Ok. En tout cas, merci pour cet échange. Je mettrai en description YouTube le lien du site EDG. J'imagine qu'il y a un site. Le lien de ton LinkedIn, s'il y a des gens qui s'intéressent au modèle, qui ont une agence de service, avec plaisir, qui veulent rejoindre EDG. Et puis voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Non, rien, super sympa en tout cas, et toujours agréable d'échanger avec toi. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant, ça fait des années qu'on se suit mutuellement et qu'on se soutient. Et tu vois, je trouve ça cool de te recevoir aujourd'hui parce que tu vois, pour moi, c'est aussi une marque d'ouverture, d'agilité d'esprit. Tu vois, on s'entend bien, on est amis. Pourtant, parfois, on est sur des services différents. Ça ne nous empêche pas de faire des podcasts, de se voir souvent, de s'entraider. Ça montre que le marché peut être sain. Quand il y a des autres, tu sais, ils se disent qui sont plus dans le regard de l'autre ou quoi. Ouais, moi, je parle toujours de toi en bien et je dis toujours que c'est une formidable réussite. Merci. Et pareil pour toi. Et c'est vrai que c'est important aussi le partage d'expérience, d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs parce qu'on vit tous les mêmes difficultés, on a tous les mêmes problématiques. Et souvent, tu peux te sentir, surtout toi qui es solo entrepreneur, c'est bien aussi de partager avec d'autres entrepreneurs pour monter en compétences et s'apporter les uns des autres. Oui, non, mais parfois on a l'impression que dans un marché, tu vois, tous les acteurs se regardent, se parlent pas forcément. Et Moi aussi, j'ai pour coutume de dire que dans un marché, si tu n'as pas de concurrents, souvent c'est que tu t'es trompé de marché. C'est vrai. Donc non seulement moi je suis content d'avoir plein de confrères, mais en plus, plus ils sont bien valorisés, plus ils cartonnent, plus c'est rassurant pour le marché. Donc il faut... Moi, je vous dis, souhaitez le meilleur à tous vos concurrents, parce que plus il leur arrivera de bonnes choses, plus vous arrivera de bonnes choses aussi. C'est vrai. Donc voilà ma phrase de conclusion. On va finir là-dessus. En tout cas, je te remercie. Je mettrai tous les liens dans la description YouTube. Et puis, je te dis à bientôt. À très vite. Merci beaucoup.